Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré au logiciel de gestion d'activité et d'apprentissage dans nos centres de langue. Donc vraiment, avant de commencer, un grand merci à Elsa et à Audrey pour l'organisation de ce webinaire et nos collègues en poste pour leur implication et leur participation. Donc, comme vous le savez peut-être, depuis mars 2022, l'Institut français a lancé la communauté d'intérêt Centre de langue pilote. Aujourd'hui, cette communauté, elle rassemble 21 alliances et instituts français, et des instituts et des alliances qui sont particulièrement avancés dans leur stratégie numérique. Et donc, ensemble, nous réfléchissons aux enjeux de la transformation numérique et de la digitalisation des centres de langue du réseau culturel français à l'étranger. Et quel est son objectif? C'est vraiment de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs, tout en tenant compte vraiment des avancées et de la diversité des contextes. Aujourd'hui, cet accompagnement, il s'inscrit vraiment dans une démarche prospective et qui vise à réfléchir à l'utilité de certains logiciels qui sont déjà existants pour notre réseau. Donc pour nous, il est vraiment essentiel de nous adapter en permanence aux besoins de nos publics, que ce soit en matière d'apprentissage, de communication ou de gestion client. Donc dans cette dynamique, au troisième trimestre 2024, l'Institut français a proposé aux membres de cette communauté de participer à un POC, un Proof of Concept, ou en bon français, ce qu'on peut dire une preuve de concept ou encore validation de principe. Bref, en quelque sorte, c'est vraiment la réalisation, cette réalisation, ce projet, il avait pour vocation de montrer la faisabilité d'une procédure ou d'une innovation. Donc cette expérimentation, elle portait sur différentes solutions logicielles, notamment des CRM, donc ce qu'on appelle la gestion de relations clients, et des LMS, des systèmes de gestion de formation, et également des outils de visioconférence. Et donc, suite à cette expérimentation dans nos centres de langue, nous avons pensé qu'il était aussi important de vous informer de ces retours d'expérience. Avant de laisser la parole aux collègues, je vais laisser la parole à Elsa, qui va nous présenter les solutions qui ont été choisies depuis l'Institut français à Paris et qui ont été testées dans ce POC. Donc, vraiment encore merci à vous pour votre participation et à nos collègues qui ont bien voulu être avec nous aujourd'hui pour parler de cette expérimentation. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Merci Aurore pour cette introduction. Donc, comme Aurore vient de l'annoncer, je vais vous faire un très bref tour d'horizon des solutions qui vont être présentées et qui ont été testées avant de laisser la parole à nos intervenants qui rentreront dans le détail. Donc, dans le cadre de la communauté d'intérêt Centre de langue pilote, 4 solutions ont été testées. Il y a eu Global, donc une solution de visioconférence à la dimension collaborative, qui a été testée par l'Alliance française du Costa Rica et qui sera présentée par Amandine Decorne, directrice adjointe. Knowledge, un outil pour la création de contenu pédagogique avec l'intelligence artificielle, testé par l'IF Espagne et l'IF Royaume-Uni, qui sera présenté par Alix Creuset, responsable du secteur innovation pédagogique à Madrid, et Corinne Pignard, directrice du Centre de langue de Londres. Nous avons également la solution EdTake, qui est un outil pour la création de parcours de formation également alimenté par intelligence artificielle, qui a été testé par l'IF Maroc et qui sera présenté par Romuald Proutot, le directeur national des centres de langue. Et enfin, Salesforce, une solution CRM testée par l'IF Allemagne et qui sera présentée par Stéphane Giraud, le responsable développement des cours de langue et certification tout public. Une autre solution qui n'a pas été testée dans ce cadre-là va être présentée par Lydiane Vincent, directrice des cours de l'IF Cambodge. Et cette dernière solution, donc c'est le CRM OnCord, qui a permis à l'IF Cambodge d'opérer une transformation interne réussie. Et dans ce contexte, des livrables ont été produits afin de permettre aux établissements du réseau d'explorer les possibilités qui sont offertes par ce logiciel et d'adapter les pratiques à son propre contexte.
Donc, ces ressources sont d'ailleurs mises à disposition dès aujourd'hui sur le site de l'Institut français et je vous enverrai le lien dans le chat lors de l'intervention de Lydiane. N'hésitez pas, bien sûr, pendant ce webinaire, au fur et à mesure des interventions, à poser vos questions dans l'onglet « Questions » en bas à droite ou dans le chat, et nous y répondrons à la fin des présentations. Et je vais donc maintenant laisser la parole à nos intervenants, à commencer par Amandine pour faire un retour d'expérience sur la plateforme Global. Je projette le support. T'entends pas? On n'entend pas, Amandine, elle parle, on n'entend pas. Amandine, on ne t'entend pas. Et maintenant? Oui, très bien. Parfait. Alors, je reprends, désolée pour le petit souci technique. Avant que j'oublie, remercier les équipes de l'Institut français pour nous permettre de tester tous ces outils. Un grand bonjour donc à tout le monde. C'est toujours intéressant de voir la variété des pays qui sont présents. Donc, au Costa Rica, nous avons eu l'opportunité de tester la plateforme Global, qui est un outil de visioconférence. Vous avez une petite image à droite là, donc c'est un outil, une plateforme interactive que nous avons testé donc en fin d'année dernière avec différents groupes, mais que nous avons poursuivi en fait encore cette année parce que nous avions envie d'approfondir un petit peu plus l'outil. En gros, la plateforme Global en fait propose des espaces dynamiques. La prémisse, c'est vraiment de reproduire finalement du présentiel en ligne. Donc, les étudiants peuvent se déplacer dans des espaces. Donc, c'est ça vraiment qui est intéressant et original. C'est ce qui nous a fait... C'est ce qui nous a donné envie de tester en fait cette plateforme. C'était vraiment de pouvoir reproduire et simuler du présentiel. Donc, vous avez ces bulles qui sont représentées par les étudiants et les étudiants peuvent se déplacer dans des espaces. Ces espaces peuvent être personnalisés aussi. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez simuler des espaces formels de classe, mais vous pouvez aussi demander à vos apprenants de se retrouver autour d'une piscine. Donc, plusieurs scénarios pédagogiques peuvent être mis en place en fonction de cette personnalisation des espaces. Les fonctionnalités principales, vous pouvez partager l'écran. Il y a plusieurs outils collaboratifs aussi qui sont intégrés, comme Miro, des notes collaboratives, les tableaux blancs interactifs. Donc, tout cela, en fait, permet aux formateurs de pouvoir activer des interactions autour des tables, autour desquelles sont assis ou sont positionnés les étudiants. Alors, ça, c'est les fonctionnalités, les points forts que nous avons repérés. Cependant, l'interface, qui est très attractive au premier abord, peut se révéler un peu complexe dans l'utilisation. Nous avons plusieurs retours où les utilisateurs, après des années post-pandémie, sont tellement habitués à des plateformes telles que Zoom, Teams, Meet, ils ont du mal finalement à se projeter dans une interface qui est assez chargée visuellement. Donc ça peut générer quelques soucis au début sur l'utilisation. Une autre limite soulignée par nos formateurs, c'est la création automatique de sous-groupes. Nos formateurs, nos professeurs sont habitués à prévoir en fait les sous-groupes, les étudiants et la répartition en fait durant les cours en ligne de ces sous-groupes. Et c'est vrai que pour Global, on est vraiment dans une simulation du présentiel, c'est-à-dire que vous devez demander aux apprenants de se déplacer eux-mêmes sur les tables. Ensuite, nous avons aussi repéré une limite sur le suivi personnalisé des étudiants. La visualisation autour des tables, malgré un zoom possible, en fait, sur des niveaux débutants, l'image reste assez distante. Et c'est vrai que les formateurs nous ont dit qu'ils avaient besoin de plus de proximité
dans la visualisation, notamment pour la phonétique et corriger les prononciations. Alors, ça, c'est certaines limites. Je voudrais souligner aussi que Global a été très réactif. Hein, les équipes de Global ont été très réactifs parce qu'ils ont pris en compte énormément de rétroalimentation que nous avons pu leur faire en fin d'année et qu'ils ont déjà mis en place cette année. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont agrandi la taille des bulles dans certaines configurations, justement pour faciliter un petit peu la visualisation et les suivis de la part des professeurs. Un point qui peut être embêtant pour les cours de langue, c'est l'impossibilité de partager des documents audio. En fait, la plateforme ne peut pas, n'accepte pas les formats audio et ils doivent être transformés en fait en format vidéo, donc hébergés sous d'autres plateformes type YouTube, etc. Donc, il y a eu plusieurs utilisations pédagogiques, donc des travails en sous-groupe. Donc là, c'est ce que je vous disais un petit peu, la difficulté, c'est de pouvoir suivre sur ces tables l'activité des étudiants, notamment dans des activités de type Genially, WordWall, tout ce type de ressources qui n'a pas été intégré avec Global. Donc, c'est vrai que le formateur n'a pas la visibilité de ce type d'exercice parce qu'il n'y a pas d'intégration. Par contre, il y a d'autres outils comme Miro qui peuvent être intégrés et à ce moment-là, l'interaction et l'interactivité est possible. Les jeux de rôle sont facilités, par contre, parce qu'effectivement, la capacité de se déplacer autour de ces tables favorise vraiment les interactions. Et on a eu, par contre, quelques soucis sur le visionnage de vidéos. Et il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore présentes sur la plateforme, notamment sur les sous-titres qui ne sont pas disponibles et les contrôles de vitesse. Bon, voilà. Globalement, on a essayé un petit peu tous les types d'utilisation pédagogique. Il y a des activités qui sont facilitées, notamment par cette possibilité de se mouvoir en fait dans les espaces, et d'autres qui sont plus limitantes. On a fait évidemment une enquête sur le retour d'expérience. Et les étudiants ont encore majoritairement en fait retenu Zoom comme plateforme de visioconférence préférée, notamment au niveau de la stabilité. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis techniques durant nos tests, avec des séances qui ont complètement bugué au niveau du son et de la vidéo. Le professeur avait coupé tous les micros, mais tous les micros se sont activés en même temps. Plus personne ne s'entendait parler. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis techniques. On a fait des retours à Global qui ont étudié un petit peu les origines. Alors, même si les responsables de Global nous disent que c'est exactement la même consommation de bande passante que les autres plateformes, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il faut vraiment pouvoir avoir une connexion Internet de très haute qualité et un double écran aussi pour l'animateur pour pouvoir gérer justement différents types d'espaces au même moment. Donc voilà, peut-être à prendre en compte aussi. Quelques recommandations qu'on a déjà faites aux responsables de Global. Une grosse prise en main au niveau du formateur, de la formation initiale pour le professeur qui va devoir repenser ses pratiques, qui va devoir adapter ses activités et acquérir une connaissance du fonctionnement de la plateforme. On a testé avec des groupes assez importants d'étudiants. On était environ 16 en classe et c'est vrai que peut-être que 16, c'est peut-être un peu trop. Pour une dynamique grand groupe à travers cette plateforme de Global. Une autre recommandation, avoir à portée de main justement des guides pratiques en cas de problème, comment réagir. Donc, je sais que Global a déjà
mis en place voilà, cette rétroalimentation de notre part, parce que c'est vrai que justement au moment des bugs, il faut que les étudiants puissent savoir comment se reconnecter pour pouvoir acquérir de nouveau la connexion et essayer de simplifier les activités et les pratiques des enseignants qui sont habitués à d'autres types de plateformes et repenser un peu l'interactivité, la dynamique de classe, vraiment comme une simulation du présentiel en ligne. Donc ça, ce serait un petit peu les recommandations que nous avons fait. Une petite comparaison avec Zoom. Donc, au niveau de l'interaction, c'est vrai que Global facilite le mouvement, le déplacement, mais la valeur ajoutée, en fait, n'a pas été aussi grande que ce qu'on avait pu penser au départ. Hein. C'est vrai qu'au départ, on a eu tout le monde, toute l'équipe au Costa Rica était enchantée de la perspective de Global. Dans les faits et dans la réalisation, ça demande vraiment une adaptation et peut-être une adaptation aussi dans le type d'utilisation et le type d'activité de groupe dans lequel Global pourrait être utilisé. Donc, voilà justement un peu les cas d'usage que nous avions repérés sur l'utilisation de Global, où là, vraiment, il y a une valeur ajoutée. Les activités immersives, des cours peut-être avec des étudiants à un niveau plus avancé, peut-être pas des débutants, justement, pour cette problématique de visibilité de la prononciation. Des événements spéciaux, je pense que sur des ateliers de conversation, ou même des webinaires ou des choses comme ça pourrait être très intéressant. Et un peu, voilà, notre conclusion, il y a un fort potentiel, je pense, sur cet outil de visioconférence Global. Les équipes sont très réactives. Il y a un très bon accompagnement pédagogique aussi de la part des équipes de Global. Peut-être le penser sur des activités plus spécifiques. Et c'est vrai que ça reste quand même un changement à réaliser pour la plupart, en tout cas sur la zone Costa Rica, pour la plupart des utilisateurs qui restent vraiment très attachés à Zoom et à des outils de visioconférence auxquels ils sont habitués. Qui est une solution assez stable, en tout cas au Costa Rica. Donc peut-être que la zone géographique, nous disait Global, influence aussi les soucis techniques qu'on a pu rencontrer. Voilà pour la petite présentation de la part du Costa Rica. Et je reste à disposition pour les questions, je pense, à la fin des présentations. Merci beaucoup, Amandine. Effectivement, on va plutôt prendre en charge les questions à la fin du webinaire. Maintenant, je laisse donc la parole à Alix et Corinne pour la présentation de Knowledge. Merci. Alors, on va faire une présentation à deux voix avec Corinne. D'accord. Bonjour à tous et merci à l'Institut français de nous avoir permis de tester Knowledge, un outil très alléchant, hein, puisque c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appuie sur, alors j'ai pas passé là, qui s'appuie donc sur des documents ou des ressources audio, vidéo, URL, PDF, Word pour générer des exercices autocorrectifs et interactifs. Si vous connaissez H5P, c'est exactement ça, le type de support avec des glissés-déposés, des vrais-faux, des exercices à choix multiples, etc. Donc, on a testé la première version qui a changé pour une deuxième version à partir du mois de fin janvier, début février. Donc, on a eu un petit mois pour vraiment tester. On n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on s'est posées, mais ça nous a laissé le temps de se faire une idée. Et pourquoi on a été intéressé par Knowledge, c'est vraiment que ça paraissait être l'outil qui va changer nos vies d'enseignants et de coordinateurs, puisque ce qui nous est présenté, c'est un outil où on va choisir les supports et on va avoir très vite, très rapidement des cours clés en main finalement.
Donc, cette curiosité a été importante. Connaître les aspects pratiques aussi. Est-ce que c'était quel type de format, quel type d'export, où est-ce qu'on pouvait diffuser ces activités, sur quelle plateforme. Et puis l'aspect aussi collaboratif, travailler ensemble pour à terme éventuellement, si c'était possible, peut-être mutualiser ensuite des activités pédagogiques, des exercices de tout type, actualisables, actuels et spécifiques au sein du réseau. Voilà. Alors, je vais prendre la suite rapidement. Bonjour à tous. Très rapidement, donc voilà, comme l'indiquait Alix, nous avons travaillé ensemble. Nous avons créé un espace de partage sur Teams où on a pu mettre les exemples des créations de cours qu'on avait pu élaborer. Et à Madrid, il y avait donc Alix et 2 collègues enseignantes et ingénieurs pédagogiques. Et à Londres, il y avait moi-même et ma collègue coordinatrice pédagogique. Alors, je n'arrive... Ah oui, voilà. On a pu voir de la même façon que ce qu'a dit Amandine, une évolution dans les plateformes, et on a eu 2 versions, une version première, puis une deuxième version qui a été mise en place et qui était déjà avec une interface très intuitive, épurée et facile à utiliser. Je passe la main à Alix. Ouais, je continue sur l'idée sur la facilité d'accès à la plateforme et d'utilisation avec une vraie simplicité très simple, 3 étapes. On choisit un média, soit on a créé son propre média, soit on l'a trouvé sur Internet. On sélectionne des options et c'est parti. Ça génère des activités interactives. Alors, et le traitement très rapide, effectivement, sur quasiment toutes les ressources qu'on a testées, même un PDF avec une centaine de pages, donc autour de 4 minutes. Voilà, donc c'est assez incroyable, et l'effet waouh a fonctionné sur tous, hein, les collègues enseignants qui l'ont testé aussi. Il y a aussi des activités assez variées. Je ne sais pas si Corinne, tu veux en parler, enfin de tout type. Oui, donc globalement, à partir de 1 ou plusieurs documents de sources diverses, ça a été une évolution aussi qu'on a constatée. Au départ, on ne pouvait avoir qu'un document source. Actuellement, on peut avoir plusieurs types de documents, audio, vidéo, texte. Donc on rentre ces documents et l'intelligence artificielle génère une série d'activités. Donc voilà, des flashcards, des glissés, déposés, alors beaucoup d'activités autour du lexique malgré tout, et des activités, voilà, des mots mêlés, des mots croisés, et des prolongations ou des prolongements de réflexion, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Donc quand même un panel assez grand d'activités proposées à partir donc des documents fournis au départ. Voilà. Bon, on a vu à peu près la souplesse de l'outil, je crois que ça se répète un peu. Oui. Ouais. Vas-y, Alix. Ouais. Alors là, c'est les formats d'export. Une fois qu'on a réalisé les activités, enfin Knowledge, on peut exporter en HMP, en SCORM ou directement partager sur le web. Donc ça, c'est très intéressant. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était l'accessibilité sur Moodle. C'est aussi faisable. Et pour ceux qui ne souhaitent pas partager sur le web, par exemple, on peut aussi utiliser les outils de la digitale qui permettent d'intégrer les exports de Knowledge, donc assez facile aussi. Et on parlait tout à l'heure de l'évolutivité, je ne sais pas si ce terme existe, donc c'est un site évolutif qui change, qui propose continuellement des nouveautés. Là, par exemple, on n'a pas pu tester, mais il y a la possibilité de partager à travers Teams, qui va sortir bientôt, et aussi un plugin sur Moodle. Donc, très positif de ce côté-là.
On a pu constater aussi des efforts pour prendre en compte voilà, parfois pas des difficultés, mais des difficultés qui peuvent apparaître pour certains apprenants. Donc, des aides pour faciliter la lecture de ce qu'on a sur l'écran. On a aussi des aides pour l'écoute, donc la possibilité de choisir sa langue pour écouter. Par exemple, là, l'atelier de réflexion, on a la possibilité d'écouter en même temps que l'on lit dans différentes langues, évidemment en français. Voilà, et on a et ensuite, bon, on a malgré tout certains points de vigilance qu'on a pu constater. Il est vrai que la création, voilà, ce qui est vraiment bluffant, mais c'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est la rapidité de traitement des données, des textes, des vidéos qu'on peut avoir, et donc une création de cours très rapide. Alors, on a quand même des petites réserves. Je te laisse commencer, Alix. Oui, d'abord c'est pas une réserve là, c'est le fait qu'on doit vraiment porter toute son attention au choix du support. Parfois, il y a eu quelques bugs et ça ne fonctionnait pas. On n'a pas eu toujours des messages d'erreur nous expliquant ce qui ne fonctionnait pas. Même s'il y a un système d'aide qui répond assez rapidement, et ça va demander un travail de relecture et d'adaptation, ce qui est possible, hein, puisqu'on peut modifier les exercices, donc ça c'est très positif, et c'est tant mieux, ça ne fait pas tout notre travail d'enseignant. Et concernant l'approche pédagogique, on avait aussi quelques petits questionnements. Ça peut paraître du détail, mais par rapport au niveau du cadre, hein, qui sont pas, on a 3 niveaux d'activité qui sont faciles, moyen et difficile. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. C'est surtout, comme disait Corinne tout à l'heure, très, très en lien avec, très centré sur le lexique pour ce qui est de la compréhension. On a une vision en FLE un peu différente de ce qu'est la compréhension orale, qui est plus complexe que ça. Et aussi, on ne va pas pouvoir changer l'ordre des exercices tels qu'ils sont. On peut supprimer un exercice, mais pas changer l'ordre. Et là, c'est une demande qu'on pourrait faire à Knowledge pour qu'il fasse évoluer ça. Je pense, un autre détail, l'affichage, le glossaire affiche des mots sans l'article. Et en FLE, c'est vrai qu'on a besoin de savoir si c'est le navigation ou la navigation, etc. Je pense que c'est tout ce que j'ai noté, Corinne. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à ajouter ? Oui, Knowledge, lors des présentations qui nous ont été faites, a quand même beaucoup de succès auprès des universités. Et en fait, je pense que c'est parce que, de notre point de vue par rapport au CECR, ça va davantage être utilisable à des niveaux avancés, C1, C2, plutôt que sur des niveaux plus bas, A1, A2. Et aussi parce qu'il y a un aspect davantage, c'est un peu type cours magistral, c'est-à-dire si on a à aborder des notions spécifiques, du contenu informatif, ça va être intéressant, et là, ça vaut le coup. Pour ce qui est plus du FLE à proprement parler, voilà, on a un peu plus de réserve par rapport à ça. Par exemple, il est très difficile de traiter de points de grammaire. Ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, donc c'était ça essentiellement. Oui, ça génère pas de points de grammaire, ça c'est sûr. Moi, je vois ça aussi sur du FOSS, éventuellement, sur des contenus très spécifiques et pour des demandes d'entreprise, par exemple, on n'a pas toujours le temps d'adapter nos contenus et c'est plutôt positif. Ouais. Et il y avait la dernière partie, j'y ai pensé, Corinne, tu vois, c'est à la fin, on peut dialoguer avec le module.
Et c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des idées d'utilisation dans la classe présentielle. Donc, on peut utiliser les activités générées en amont ou en aval du cours présentiel, mais aussi en formule hybride, notamment des propositions de projets, de brise-glace, de travaux de groupe, etc. À voir aussi, à explorer. Et puis après, ça a généré pas mal de questions qui sont là. Il y en a d'autres, hein, mais peut-être on pourra répondre à d'autres questions par rapport à ça, notamment sur le choix, la sélection des contenus. Est-ce qu'il y a des droits d'usage? Comment ça se passe si on sélectionne une vidéo, par exemple, sur YouTube? Et puis, éventuellement, si ça intéresse d'autres instituts et alliances, on n'a pas exactement d'informations sur les tarifs, mais comment ça peut se passer si on est un institut ou une alliance. Voilà. En conclusion, c'est un outil quand même très prometteur pour nous et sur lequel on souhaiterait vraiment garder un œil. Voilà. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Idem, vous pouvez poser vos questions donc dans l'onglet en bas à droite, il y en a eu quelques-unes, j'ai vu, et nous y répondrons à la fin du webinaire. Romuald, je vais te laisser la parole pour présenter EdTech. Oui, à mon tour de remercier l'Institut français de Paris pour nous avoir donné l'opportunité de tester cet outil EdTech qui est un peu un prolongement de ce qui vient d'être présenté avec Knowledge, où on a une promesse qui est un petit peu plus grande, ambitieuse que celle de Knowledge. C'est pas seulement créer des activités, mais c'est créer des formations complètes. Donc un copilote pour créer toutes nos formations et transformer les journées de travail en quelques heures de création seulement. Donc le principe est le même, on alimente une plateforme avec des documents, des vidéos, du texte, du sonore, des sites web, etc. On rentre quelques informations sur l'intitulé de la formation que l'on souhaite et puis les types de critères que vous pouvez imaginer en termes de contenu indispensable selon nous. Et puis ensuite, la machine doit nous créer un parcours de formation et des activités qui seraient utilisables directement, qu'on pourrait remettre à l'enseignant pour qu'il aille animer un cours éventuellement. Donc, pour vous présenter ici, si vous arrivez à avoir une plateforme très simple, efficace, visuellement, il n'y a pas de chichi, c'est vraiment des entrées très faciles pour renseigner des critères d'information avant que l'outil ne fasse son travail. Donc nous, le test, comment on l'a conduit? Ça a été un test qui est encore en cours. Il nous reste 2 semaines encore d'usage de la plateforme EdTech. On a eu une vingtaine de semaines de travail possible et on a été alimenté en un total de crédits qui nous permet de créer une trentaine de formations. Ce qu'on a réparti ici au Maroc sur 3 antennes. Donc on a 7 coordinateurs pédagogiques qui travaillent sur ces sujets et on s'est mis d'accord au départ pour se répartir un petit peu, d'abord pour avoir les idées et recenser les besoins prioritaires et puis se répartir le travail ensuite entre ces 3 antennes et on a décidé d'essayer de créer des formations de 3 grandes catégories. La première évidemment pour alimenter notre offre auprès de nos publics. Une seconde catégorie qui est plus de la formation interne dédiée à nos enseignants, donc formation de formateurs. Et puis une troisième catégorie également de formation interne, mais là pour des agents qui ne travaillent pas auprès des centres de langue, mais qui pourraient être par exemple une formation auprès des agents d'accueil, à l'accueil et à la vente de nos services. Donc après toute cette, c'est 15 à 18 semaines de tests. Voilà un petit peu le bilan qu'on peut en faire. J'ai essayé de catégoriser là encore sous 4 grands critères. Le premier, c'est l'expérience utilisateur, les fonctionnalités clés, l'interopérabilité et puis la solution IA vraiment et son efficacité. Donc je ne vais pas tout lire puisque le document vous sera communiqué par la suite, mais en quelques mots sur l'expérience utilisateur, vraiment une interface générale qui est très simple, intuitive, ergonomique et surtout fiable. On n'a pas eu de bug, donc ça c'est vraiment appréciable.
Sur les fonctionnalités clés, oui, vraiment, on a réussi à créer des socles de programmes de formation de manière efficace et de la génération de contenu aussi qui fonctionne très bien. Une bonne surprise pour nous, c'est qu'on a pu ensuite extraire tous ces référentiels de formation pour ensuite les intégrer dans notre LMS, une plateforme maison de formation en ligne et à distance. Donc ça, c'était une très bonne surprise. On ne s'y attendait pas, mais c'était tout à fait possible et ça fonctionne facilement. Et finalement, une IA donc qui est vraiment très efficace pour proposer des structures de formation et un programme séquencé, vraiment le cours numéro 1, qu'est-ce qu'on fait? Le cours numéro 2, le cours numéro 3, et cetera. Maintenant sur les choses, sur lesquelles notre avis est un peu plus nuancé, ce serait surtout sur les fonctionnalités clés. Si on fonctionne en entonnoir avec les grandes idées, la grande structure du programme et les thématiques abordées, les contenus qu'il faut voir, et cetera, tout ça est vraiment très, très bien. Par contre, quand il s'agit des propositions d'activités qui doivent venir animer le cours, et cetera, ou faire travailler les apprenants, là, les possibilités sont pas très larges. On tombe souvent sur des activités type texte à trous, QCM, choix multiples, des choses comme ça. Et on aurait aimé avoir un petit peu plus de variété à ce sujet. Donc, en conséquence, les équipes qui ont testé la solution EdTech, souvent, sont allées dans d'autres outils avec de l'aide de l'intelligence artificielle pour créer d'autres activités qui viennent compléter ce que propose EdTech. Donc voilà en quelques mots pour ce retour d'expérience. En conclusion, par rapport aux promesses, oui, vraiment, c'est une solution qui fonctionne très bien et qui fait gagner un temps significatif pour créer des programmes, des contenus, mettre les choses très clairement, avoir une progression logique et pertinente. Donc, on transforme bien quand même des journées de travail en quelques heures. Cela dit, il y a vraiment un travail complémentaire, un petit peu le même commentaire que vous avez pu faire sur Knowledge. Il y a vraiment un travail complémentaire qui est nécessaire en fonction de la complexité de ce que l'on souhaite faire et ce que l'on souhaite proposer pendant la formation. Ce serait là vraiment le point faible, si j'ose le dire, parce que c'est une faiblesse, mais on sent que l'outil va progresser et progresse. Il y a eu des mises à jour dans la semaine passée, je crois. Donc qu'on n'a pas encore pu toutes tester, mais qui justement viennent pallier un petit peu cette défaillance. Donc à suivre, j'ai envie de dire, sur cette solution EdTech qui pour nous a été une très bonne expérience, une bonne surprise et globalement une satisfaction, si ce n'est cet aspect de la création d'activités limitées, mais je suis persuadé que l'équipe d'EdTech va faire progresser son outil. Voilà pour nous. Merci beaucoup Romuald. Stéphane, je te laisse poursuivre avec la présentation de Salesforce. Très bien, merci Elsa, bonjour à toutes et tous. À l'instar de mes collègues, je vous remercie pour cette opportunité de tester Salesforce pour l'Institut d'Allemagne. Salesforce est l'une des solutions CRM les plus connues au monde. Nous avons souhaité la tester sur le secteur des cours entreprises et des cours à la carte, des cours individuels vendus aux particuliers, une activité assez soutenue chez nous. Assez rapidement sur les différentes fonctionnalités proposées par Salesforce, la gestion des leads, des opportunités, je reviendrai juste après pour dire ce qu'il faut entendre par là. Gestion du pipeline, c'est en fait l'ensemble du volume d'affaires potentiel qui est disponible dans Salesforce. Voilà, clairement le lead, ça va être le premier contact avec un client. Là, on est sur un secteur où en Allemagne, on va générer, on va analyser répondre à un premier contact et donc c'est le niveau du lead. Au niveau opportunité, on va éditer un devis et l'envoyer au client. Voilà. Donc pour le jargon. Fonctionnalité, on peut générer des campagnes d'emailing, intégration dans les réseaux sociaux, j'y reviendrai un peu plus tard. Ça signifie qu'en fait que depuis
Depuis Salesforce, vous pouvez créer en fait, des formulaires en ligne avec des champs à renseigner, et ces formulaires, vous pouvez ensuite les intégrer sur votre site internet, sur une landing page, sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez que les utilisateurs sur ces différents canaux puissent renseigner des champs. À ce moment-là, les formulaires ensuite arrivent directement dans Salesforce. Donc ça peut être vraiment intéressant dans des logiques d'acquisition, orchestration du parcours client, mais je basculerai sur l'interface Salesforce pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Alors évidemment, en termes d'analytique et de rapports, c'est quand même très puissant. Pas mal d'indicateurs clés, de rapports en tout genre qui sont relativement, qui sont personnalisables. C'est assez impressionnant. L'interface peut être personnalisée en termes de mise en page, en termes de champs, de listes, de contenu de ces listes. Donc c'est assez puissant. Vous pouvez intégrer aussi, formater des parcours automatisés en fonction de scénarios spécifiques. Donc ça, c'est aussi intéressant. Intégration de services tiers. Salesforce en tant que tel, on va dire, Salesforce va être performant si vous connectez Salesforce à d'autres outils que vous utilisez. Ça peut être un logiciel comptable, ça peut être un logiciel de gestion des cours, ça peut être différentes solutions, votre site internet. Voilà, donc ça peut vraiment, c'est une clé d'un dispositif, d'un mapping digital plus vaste. Et je pense que vraiment c'est là que Salesforce prend donne toute sa dimension. Notre contexte à nous, il est le suivant en Allemagne. C'est la raison pour laquelle on souhaitait tester la solution. On édite, donc il y a 10 instituts français en Allemagne, on édite un peu plus de 3000 devis par an pour des demandes de cours particuliers et des demandes de cours entreprises. Donc voilà, il y a bien un premier lead, puis une opportunité avant que la vente soit réalisée. Pour cela, on a besoin d'un suivi assez rigoureux. Relancer les clients, les prospects, etc. On dispose de fonctionnalités CRM, enfin de gestion de la relation client très limitées dans Arc-en-Ciel, qui est notre logiciel de gestion des cours depuis 2014. Et pourtant, l'activité se développant et également pour développer l'activité, le besoin de segmenter la clientèle et de cibler nos messages et de relancer certains, de programmer des relances automatiques sur certains comptes en fonction de, par exemple, avant la fin d'un cours, on souhaite pouvoir relancer le client automatiquement pour savoir s'il souhaite renouveler, par exemple. Voilà, le déploiement sur les réseaux sociaux, on se déploie sur LinkedIn depuis le début de l'année et pour accompagner ce développement en B2B, on pense que Salesforce pourrait être une bonne solution grâce à ses capacités d'intégration sur les réseaux sociaux via les formulaires dont j'ai parlé tout à l'heure. On a sur notre site également des formulaires de contact, c'est le dernier point. Pour les demandes de cours entreprise ou cours particuliers, ces formulaires arrivent dans des boîtes mail. Ces formulaires pourraient aussi être directement livrés dans Salesforce, peut-être aussi gérés en centrale, répartis par antenne, etc. Donc voilà, donc ça fait partie des pistes et des éléments qui nous ont contribué à amener à vouloir tester la solution. En ce qui nous concerne, ça a démarré, ça s'est étalé sur une période de 3 mois, peut-être un peu moins confortable que pour nos collègues du Maroc. Une première phase de présentation et d'expression des besoins, puis de personnalisation de la plateforme et de recettage, s'assurer qu'effectivement les éléments étaient bien présents, les contenus dans chaque liste, etc., avant de pouvoir accéder à la plateforme et puis faire les premiers pas. Donc ça s'est fait un petit peu, voilà, ça a été un petit peu sous l'impression là sur la fin du mois de janvier. Malgré tout, on a pu faire suffisamment pour avoir un aperçu assez complet des possibilités de la plateforme. Alors c'est là que je souhaite pouvoir basculer sur en partage d'écran sur la partager mon écran, c'est ici, et je souhaite partager ça. Ça devrait fonctionner. Je pense que ça fonctionne. Merci Aurore. Voilà, donc l'interface a été personnalisée dans l'Institut français. Vous avez donc des pistes qui correspondent un petit peu au lead, en fait, les premiers contacts. Vous avez ici des opportunités qui correspondent à un dispositif. Voilà, dans le processus de vente, on aura proposé une offre.
on va ouvrir l'une des pistes et voilà, ces pistes. Alors je parlerai des plus et des moins un peu plus tard, mais vous notez, voilà, il y a quand même pas mal de champs qui peuvent être renseignés pour qualifier le suivi de ce premier contact, de ce lead, prospect Monsieur Schauer en l'occurrence. Il est en cours de traitement, il peut être perdu ou il peut être converti, c'est-à-dire qu'on va passer sur l'étape où une offre sera établie. Vous voyez ici différentes possibilités de programmer des appels téléphoniques, programmer des tâches en lien avec ce prospect, programmer un événement particulier ou programmer l'envoi d'un email. Donc, vous avez la possibilité de garder tout l'historique. Donc, c'est tout l'intérêt de la gestion, d'une bonne gestion de la relation client, c'est d'avoir un bon historique et qu'en fonction de certains éléments liés à cet historique et certains comportements du client, pouvoir ensuite faire des relances, segmenter, relancer les clients inactifs depuis 2 ans, par exemple. Voilà. Donc, pas mal d'informations à renseigner ici au niveau du premier contact. On va passer rapidement au niveau des opportunités ici. Et donc là, on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail du besoin. Vous notez ici qu'on peut avoir, voilà, en l'occurrence, la motivation pour l'apprentissage du français peut être pro, perso, les deux, familial. On va avoir différentes informations sur le niveau assez rapidement. On peut là être on peut avoir des listes un peu plus granulaires en termes de niveau supposé. On a des informations sur le besoin. Donc, on propose un cours individuel en duo, en solo, en duo, en trio, cours collectif, séminaire, l'objectif pédagogique visé, les modalités, les offres partenaires associées à cette offre. Voilà, ça, c'est configurable à souhait et on peut passer à l'étape suivante rapidement avec l'envoi d'une offre. Enfin, en tout cas, noter dans Salesforce que l'envoi de l'offre a été réalisé. Donc sur le périmètre, on va dire premier contact jusqu'à l'envoi d'une offre et le fait que l'affaire soit perdue ou gagnée, que l'offre ait été acceptée ou refusée, vous avez la possibilité, si vous avez effectivement de nombreuses demandes à traiter au quotidien, de faire un suivi assez rigoureux. Vous avez des rappels automatiques, d'envoyer un mail à ce client, de relancer ce client, de lui téléphoner et de lui voilà. Donc c'est assez complet. Je vais rebasculer sur la présentation à présent. Et il faut que j'arrête mon partage d'écran. Voilà. Voilà. Et la présentation va réapparaître, je pense. Merci, merci Elsa. Pour nous, dans le cas de cette expérimentation, les moins sont assez clairement l'absence de connecteur avec Arc-en-Ciel ou avec, à notre connaissance, avec un autre logiciel de gestion des cours. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental, puisqu'en fait, on est dans un contexte où si demain on déployait Salesforce, on devrait tout saisir en double, c'est-à-dire tout faire dans Arc-en-Ciel et tout reporter dans Salesforce. C'est-à-dire qu'on va créer un contact dans Salesforce, il faudra le ressaisir dans Arc-en-Ciel. On va éditer une offre dans Arc-en-Ciel et on devra ensuite télécharger cette offre en PDF pour ensuite la recharger dans le compte client sur Salesforce. Donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté. Ensuite, vous avez pu le voir, il y a énormément d'informations à saisir qui implique aussi nécessairement la mise en place de processus. On envoie une offre, nos offres sont valables 30 jours, à partir de quand on fait les relances, combien de relances on fait, etc. Ça demande un suivi très rigoureux et c'est très gourmand. L'interface est très gourmande en informations, de mise à jour de chaque action qui est faite ou pas faite, qui est programmée, qui est suivie, etc. Alors, on n'a pas pu avoir d'informations sur les coûts de personnalisation de la plateforme. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses à prévoir si ça doit être déployé dans vos instituts ou vos alliances. Ça nous semble, nous, aujourd'hui, adapté à des structures de vente qui sont vraiment développées, très opérationnelles. J'entends par là où il y a une réelle culture de la vente B2B et où l'activité est quand même très développée. Ce qui est pas encore le cas chez nous. Sur les plus, un connecteur natif avec Outlook, alors qui n'était pas disponible dans le cadre du test qu'on a pu faire,
mais en tout cas, ça se connecte à Office 365, ce qui permet en fait, quand vous envoyez vous pouvez envoyer des courriels depuis Salesforce, mais quand vous envoyez un courriel depuis votre boîte Outlook, vous pouvez cocher un petit bouton pour demander à ce que le courriel soit enregistré dans Salesforce également. Donc ça, c'est très positif. C'est un petit peu la difficulté qu'on a aujourd'hui avec notamment avec Arc-en-Ciel. On peut envoyer des emails depuis Arc-en-Ciel, mais on n'a pas de SMTP entrant. On ne peut pas enregistrer dans Arc-en-Ciel les emails envoyés depuis les boîtes mail. Les formulaires web intégrés, et eux non plus n'étaient pas disponibles dans le cadre du test, mais en tout cas, ça nous permet de faciliter beaucoup le travail de traitement, surtout si vous avez beaucoup de formulaires en ligne sur votre site internet avec quelques informations à remplir, par exemple, pour une demande d'information pour un cours entreprise ou un cours particulier. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant d'avoir tout qui arrive directement dans Salesforce pour le suivi. Encore une fois, ça peut être aussi géré en centrale auprès d'une personne ou d'un service avant d'être ensuite dispatché dans un autre service. Le suivi extrêmement clair des leads, des opportunités, tout est là, vraiment étape par étape. Donc, encore une fois, si vous êtes très opérationnel sur ce dispositif, le suivi est vraiment facilité à la fois pour la personne en charge, mais également pour le N+1. Et puis, la plateforme peut être personnalisée vraiment à souhait en termes de contenu ou de mise en page. Donc, c'est voilà, tout à fait convaincant. En termes d'intégration, juste pour schématiser effectivement l'ensemble des connexions possibles, il y a ces formulaires, encore une fois, qui permettent ensuite à Salesforce de récupérer un ensemble de données. Là, la petite boîte à lettres, c'est les newsletters notamment, qui pourraient être également un canal pour capter des demandes ou de l'information. Donc ça, c'est vraiment un gros plus dans des logiques, encore une fois, d'acquisition, si vous avez des budgets en campagne digitale. Voilà, en conclusion, le volume d'activité en Allemagne ne justifie pas vraiment aujourd'hui l'investissement financier. L'absence de connecteur avec Arc-en-Ciel implique également un travail de double saisie qui nous semble aujourd'hui voilà, difficile à défendre auprès de l'ensemble des collègues. Donc plus adapté pour un marché B2B, selon nous aussi. L'intégration de formulaires, c'est un vrai plus, encore une fois. Et puis, à l'issue de ce test, voilà, on ne retient pas Salesforce comme hypothèse de travail, au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Après, les choses peuvent évoluer. On n'est pas du tout fermé. La nécessité de disposer d'une gestion efficace de la relation client, une gestion des contacts, de processus automatisés et de suivi de ces enjeux, leads, opportunités, etc. Cette problématique, elle reste absolument présente chez nous. Voilà, peut-être qu'on essaiera de se porter sur d'autres solutions un peu plus connectables, en tout cas avec Arc-en-Ciel, idéalement. Voilà pour moi, et je renouvelle mes remerciements pour l'opportunité proposée par l'IF Paris. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Lydiane pour vous présenter donc une autre solution qui n'a pas été testée au cours de cette expérimentation logicielle, mais qui visiblement est tout aussi fonctionnelle. Alors, bonjour à tous, un grand bonjour de Phnom Penh au Cambodge, où il fait déjà nuit. Alors, je vais passer la slide. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon projet que j'ai mené l'année dernière sur le déploiement du CRM OnCord à l'Institut français du Cambodge. Donc, CRM, pour ceux qui ne savent pas, c'est Customer Relationship Management, donc une solution qui intègre donc la relation avec le client. Je vais juste parler un petit peu de moi pour vous expliquer aussi pourquoi et comment j'ai pu mettre ce projet en route. Donc moi, je suis directrice des cours de l'Institut français depuis septembre 2022 et j'ai une double qualification qui est, donc j'ai fait un master en didactique des langues étrangères, donc ce qui m'a valu d'être prof de FLE très jeune dans ma carrière, et aussi un master en ingénierie pédagogique qui m'a valu d'avoir une autre carrière en parallèle qui a été celui de consultante sur des projets de transformation numérique dans un cabinet de consulting qui est assez connu, qui s'appelle Accenture.
Lorsque je travaillais chez Accenture, j'ai travaillé sur des projets de déploiement de CRM sur la partie notamment de la formation et de la conduite du changement. Donc, je faisais partie d'une équipe de consultants. Il y avait des consultants qui déployaient techniquement la solution avec des équipes en Inde, à l'île Maurice. Moi, j'arrivais plutôt à la fin du projet sur la partie formation des utilisateurs finaux, communication et conduite du changement des utilisateurs. Donc, je vous mets un tout petit point de contexte pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi Angkor. Donc, l'Institut français du Cambodge, c'est l'année dernière, on a enregistré 100 000 visiteurs sur l'ensemble des activités de l'Institut. On enregistre 10 000 inscriptions annuelles, on fait à peu près 1 million de chiffre d'affaires et on a 50% de cours de FOSS de différentes spécialités, surtout en santé. Donc, on a on forme la majorité des médecins, des pharmaciens et des infirmiers du pays, donc en français. Et nous avons aussi du FOSS militaire, du FOSS en relations internationales. Donc 50% de nos cours sont du FOSS. Et avant 2022, pardon, c'est avant 2024, pas 2022. Donc nous utilisions Arc-en-Ciel, AEC pour la gestion des cours, nous utilisions WordPress pour la gestion du site internet. Et nous fonctionnions tous les services en silo, c'est-à-dire que nous n'avions aucun logiciel connecté les uns aux autres. Nous travaillions tous voilà, dans notre service avec nos équipes de manière un petit peu isolée. Et quand je suis arrivée en 2022, je me suis dit, il y a des défis à relever qui étaient ces trois-là principaux. Il y en avait d'autres, mais j'en ai mis que 3 pour que ce soit plus mémorable. Donc, l'expérience client, donc impossibilité quand je suis arrivée de s'inscrire et de payer en ligne. Donc, lorsqu'il y avait des périodes d'inscription, les centres de langue devenaient vraiment un hall de gare avec plein de gens qui attendaient pour s'inscrire donc au guichet, ce que je trouvais extrêmement archaïque comme procédé. Donc, pas de paiement en ligne et pas d'inscription. Alors, les inscriptions en ligne, mais pas de paiement en ligne. Bon, c'était extrêmement compliqué, les inscriptions. Nous avions un test de placement en ligne, mais qui avait été créé par un prestataire extérieur sur un logiciel qui s'appelait Scénari à l'époque et qui n'était pas éditable. On ne pouvait pas le modifier, ce test de placement, ce qui posait des problèmes lorsqu'on changeait de progression pédagogique, lorsqu'on changeait le manuel. Donc, ce test de placement a été complètement obsolète depuis déjà des années et on le gardait tout de même, même s'il ne fonctionnait plus. Et nous avions un site internet qui posait aussi des problèmes au service de communication, avec WordPress, parce que les fonctionnalités étaient pas très pratiques et que le pont entre Arc-en-Ciel et WordPress n'était pas non plus très pratique et surtout une centralisation complète de la gestion du site au service de communication. Ce qui me posait, moi, des problèmes parce que la moitié du site, c'est les cours. Et moi, lorsque je devais changer même une virgule sur WordPress, sur le site internet, il fallait que je fasse appel à la com qui était déjà surchargée de travail. Pourquoi Angkor? En fait, c'est une recommandation tout d'abord de mon prédécesseur. Donc, lorsque nous avons fait la liaison avec mon prédécesseur, lorsque je suis arrivée en poste, il m'a dit, moi, j'ai fait une étude de marché, j'ai analysé un petit peu ce qu'il y avait comme solution, parce qu'il voulait déjà changer AEC. Et il m'a dit, regarde Angkor, moi, j'ai fait quelques démos, c'est vraiment bien. Et puis, il y a telle agence française qui l'utilise. Contacte-les, essaye d'avoir des informations. On est l'idée sur la fin de son poste, donc je me suis dit, bon, d'accord, je vais voir ça. Et en fait, j'ai contacté effectivement Angkor qui m'a fait une démo, donc juste pour moi. J'ai été assez convaincue dès le départ. Et donc, j'ai organisé une autre démo donc à l'ensemble de mes chefs de service pour voir si cette solution séduisait aussi des collègues. Et ensuite, j'ai
contacté les alliances françaises. Donc, il y a une trentaine d'alliances françaises, une vingtaine peut-être d'alliances françaises qui l'utilisent encore déjà et qui m'ont fait un retour d'expérience. Donc, j'ai été assez convaincue que la solution pouvait être mise en place dans notre institut, dans le contexte qui était le nôtre. Donc, juste oui, pour revenir sur le contexte, nous avons une seule antenne de l'Institut français qui est en province à Bâton. Donc, j'ai voilà, mis en place le projet. Il a duré en tout 8 mois à partir du moment où nous avons signé, donc avec Concorde jusqu'aux premières inscriptions, on va dire, en ligne sur Concorde. Et voilà, je dirais qu'il y a eu au moins 2 mois avant le début où il a fallu quand même faire un petit peu de grande opération séduction auprès de ma direction et auprès de l'Institut français de Paris aussi pour recueillir des financements. Pour monter ce projet, je me suis dit qu'y aller seul, c'était pas forcément une bonne idée. Donc, j'ai préféré qu'on copilote ce projet avec 2 de mes collègues, qui est la responsable de com, donc celle qui était principalement utilisatrice de WordPress, et notre responsable informatique. Et enfin, donc j'ai structuré ce projet. Donc justement, mon parcours du coup a été aidant parce que voilà, ayant eu de l'expérience sur les projets de transformation numérique chez Accenture, je savais comment on pouvait structurer un projet de ce type, de déploiement de CRM. Et donc, voilà, je vous mets les 3 grosses phases, mais en gros, on crée le projet, on écrit tout un tas de chartes, de documents qui permettent de cadrer le projet, c'est très important. Ensuite, j'ai recherché des financements et ensuite, on a commencé la mise en œuvre en mars 2024 avec différentes sous-phases dans cette phase de mise en œuvre qui est le paramétrage de l'outil, la migration des données, très important, le développement de la solution de paiement en ligne, je veux dire, et puis la formation des utilisateurs finaux. Donc, avec tout un plan de formation pour faire former chaque équipe sur les modules sur lesquels ils allaient opérer. Donc, ce déploiement a été un succès. On a vu dans tous les services et à tous les niveaux vraiment des bienfaits au niveau de la manière de travailler, du fonctionnement, l'automatisation de certaines tâches, voilà, un grand confort sur différents aspects. On a pu mettre la solution de paiement en ligne pour les cours, mais aussi de billetterie, parce que donc c'est un CRM qui inclut donc la gestion des cours comme AEC sait le faire, mais aussi connecter le site internet et aussi la billetterie des événements culturels. Donc jusqu'à présent, nous n'avions aucune billetterie. Donc c'était voilà, un petit fichier Excel partagé dans lequel on mettait combien il y avait eu de personnes au cinéma à cette séance. Là, on a une billetterie, donc les personnes peuvent réserver leur place sur le site, ils reçoivent leur QR code qui est leur billet d'entrée au cinéma, on scanne, enfin, c'est extrêmement moderne comme fonctionnement, donc moi ça me plaît bien. Avec ce CRM, on a également l'accès aux statistiques de vente, donc lorsqu'on ouvre l'interface, la première chose qu'on voit, c'est la fréquentation du site et le chiffre d'affaires qu'on a fait depuis notre dernière connexion. Donc là, si je me connecte, je vais voir que depuis 20h15, quand je me suis connectée tout à l'heure, il y a eu je sais pas, 6 ventes à hauteur de 300 $. Donc voilà, on est vraiment sur une autre vision qui est celle plutôt du commercial. Et en gestion interne, on a changé notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, récemment, j'ai recueilli les fichiers Excel des contacts, des prospects, des contacts de la médiathèque, des contacts de la médiation culturelle. Donc, tout le monde utilisait des fichiers Excel un peu différents avec
des colonnes différentes, etc. Là, on centralise désormais les contacts sur le CRM avec des groupes de contacts en fonction des activités, et on peut cibler nos communications en fonction et au public concerné. Donc ça, c'est absolument génial. Et puis, on a décentralisé en revanche la gestion du site internet. Comment? Eh bien, parce qu'en fait, le CRM en corde est accessible donc à tous. Et on peut gérer l'accès à certains modules donc en fonction à certains utilisateurs, mais on peut donner, par exemple, aux chefs des services, aux responsables des services, l'accès au site internet pour pouvoir éditer, modifier leur propre page. Donc, par exemple, la médiathèque qui a ses pages de médiathèque, ses boutons, etc. Ils peuvent tout éditer eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de passer par notre seul responsable com qui est Marion, qui d'habitude centralise les demandes et donc traite au fur et à mesure. Mais voilà, ça pouvait prendre 2 jours pour changer 3 mots. Là, on peut le faire tout de suite, quoi. Et c'est d'un grand confort. Alors, les impacts positifs, j'en citerai 3 importants, qui est mon parcours client. Ça, c'est clair et net. Ça a vraiment changé notre vie. Là, on était sur du 0% paiement inscription en ligne à maintenant 30% de paiement en ligne. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et on a observé que dans toute cette phase de projet et à la suite avec le fonctionnement sur Concorde, on a vraiment amélioré notre communication long terme. Donc avant, on fonctionnait vraiment en silo, on avait des réunions de service et donc on discutait un petit peu de nos activités de manière isolée. Maintenant, on travaille vraiment ensemble, on a une visibilité sur les événements culturels, ils ont une visibilité sur les cours, sur les ventes. Ils peuvent voir combien on a de cours enfants. La médiathèque peut créer des ateliers pour enfants et cibler, donc envoyer des communications ciblées aux enfants qui ont cours chez nous. Enfin voilà, il y a une transversalité maintenant de nos activités qui est fabuleuse. Pour moi, vraiment, je trouve ça vraiment chouette de travailler comme ça. Et voilà. Et puis cette synergie qu'on cherche tous à créer entre la langue et la culture, et ben tout doucement, et ben avec l'outil, ça renforce ces liens. Donc, je trouve ça vraiment très positif pour notre institut. L'Institut français de Paris, comme nous étions l'Institut français pilote, alors il y a plein d'alliances françaises qui ont adopté le CRM en corde, mais nous sommes à l'Institut français du Cambodge le premier institut pilote à l'avoir implémenté. Suite au soutien de l'Institut français de Paris, j'ai créé un kit de déploiement, je l'ai appelé comme ça, pour aider d'autres instituts à tenter ce projet d'implémentation. Et cette documentation, elle est à disposition du réseau. Il y a plein de choses, donc je n'ai pas tout documenté, mais je vais mis surtout des documents techniques qui pourraient être utiles sur toute la partie suivi du projet. J'ai aussi mis mon petit bilan de projet parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent moins bien, et donc je le dis dans mon bilan. Et puis toute la documentation sur la phase de planification de projet est intéressante parce que dedans j'y ai mis par exemple la charte d'implémentation de l'outil, donc il y a pas mal de choses à penser avant même de se lancer dans ce projet. Il y a une note de cadrage, il y a le plan de com en interne, le plan de formation, le plan de migration de données, le plan de déploiement synthétique. Donc voilà, tout un ensemble de documents qui permet de se lancer dans ce type de projet. Et enfin, je remercie toute l'équipe de l'Institut français qui a cru mon projet, et puis tous les collègues, bien sûr, des Alliances françaises qui m'ont fait ces retours d'expérience et qui m'ont permis d'aller au bout du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lydiane pour cette présentation. Merci encore à toutes et tous pour toutes ces présentations. Je vous propose de regarder les quelques questions qui ont été posées dans l'ordre des présentations au fur et à mesure pour y répondre progressivement. Oui.
Donc, ces questions, dans l'onglet en bas à droite, commencent avec une question de Frédéric sur Knowledge. L'outil crée des activités, mais peut-on ajouter de la narration ou du storytelling avant, entre, après les activités proposées pour enrichir un module, ou de créer et ajouter soi-même des activités pédagogiques? Je vais laisser... Alors, je vais répondre de ce que je sais. Je dis peut-être, on ne peut pas intégrer. Il faut séquencer, segmenter les activités, créer des séquences différentes. Et à ce moment-là, on peut intégrer avant, pendant et après. Il faut juste segmenter l'activité. De ce que j'ai testé pour l'instant. J'ai vu une autre question sur un type d'activité qui était posée, une question sur si on pouvait avoir des images cliquables, etc. Et ça, ce sont des questions qui sont disponibles sur H5P, mais qui ne sont pas pour l'instant sur Knowledge. C'est une question que j'ai aussi posée aux personnes qui s'occupent de Knowledge et qui m'ont dit que ça venait petit à petit. Voilà, ce type de questions. Merci Alix. Nous en avons une autre au sujet de EdTake, posée par Frédéric également. Si vous créez des activités en dehors de l'outil avec d'autres outils IA, arrivez-vous à les intégrer ensuite dans votre parcours EdTake? Oui, parce que le parcours créé par EdTech, on peut l'exporter dans plein de formats différents, dont tout simplement des PowerPoint ou du Word ou du Excel, mais aussi des fichiers plus techniques, comme je l'expliquais, qui permettent de les introduire ensuite dans des plateformes LMS. Donc, si vous exportez en PowerPoint, vous pouvez très bien rajouter quelques slides d'activités que vous avez créées par ailleurs, en plus de faire les retouches que vous devez faire. Et puis, vous pouvez les importer aussi dans la plateforme, mais c'est aussi une des petites faiblesses de la plateforme. Autant globalement, elle est très simple d'utilisation, autant pour certaines fonctionnalités quand on est dans le détail de l'activité, on voudrait ceci plutôt comme ça ou cela plutôt comme ci. Là, ça peut être pas très ergonomique ou un petit peu difficile de manipulation. Donc, c'est peut-être plus simple de faire dans l'autre sens, exporter, puis ensuite ajouter les créations qu'on a pu faire par ailleurs. Merci beaucoup, Romuald. La question suivante concerne Salesforce. Elle a été posée non par Antonia, mais par Geoffrey Félix. Faut-il de solides compétences techniques en marketing pour utiliser Salesforce, ou la plateforme est-elle assez intuitive? Alors, je dirais que si vous êtes chef de projet, des compétences marketing me semblent assez importantes pour avoir un peu une vision globale des capacités de l'outil, tant en gestion de la relation client qu'en automatisation des process et en tout ce qui peut être fait aussi en termes d'acquisition avec Salesforce. Pour le reste, pour les utilisateurs finaux, en fait, l'enjeu c'est d'avoir des processus de vente qui soient bien formalisés et des équipes qui soient bien alignées sur ces processus. Donc c'est là que ça devient un petit peu exigeant. Même si l'outil étant personnalisable, ça peut être en partie, ça peut être simplifié, je présume. Voilà. Elsa, peut-être que si je peux préciser, en fait, parce qu'on utilise Salesforce au Costa Rica depuis 5 ans. Alors c'est pas tant en marketing, mais oui, il faut avoir quand même un administrateur avec des connaissances du fonctionnement de Salesforce pour pouvoir exploiter et personnaliser tous les espaces, ou au moins un responsable IT qui va pouvoir faciliter justement l'utilisation à l'utilisateur final. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a une personnalisation énorme qui peut être faite, contrairement à Arc-en-Ciel, par exemple, où on n'a pas la main dessus. Merci beaucoup pour vos réponses. Les prochaines questions concernent principalement OnCord. Alors, on a également une question de Geoffrey pour savoir si OnCord permet aussi la gestion de B2B et des cours, emploi du temps des profs. Si l'interface et le service client n'est pas uniquement en anglais, si les équipes sont réactives,
combien coûte la solution et qui s'est occupé de la migration d'Arc-en-Ciel vers OnCord. Donc, c'est une longue question, mais Lydiane, je te laisse la parole. Alors, je vais répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à me contacter personnellement si vous voulez en parler davantage, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je pourrais pas, voilà, je pourrais pas tout dire, mais en tout cas, si vous voulez une démo personnalisée et répondre à plein de questions, je suis disponible. Donc, OnCord permet la gestion de B2B, non, à ce jour, non. Des cours, oui, et des emplois du temps des profs, oui. L'interface des services clients n'est pas seulement en anglais, si. Mais c'est une demande il y a une demande d'évolution en cours à ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont réactifs? Oui. Alors, nous, on a la chance, enfin, ils sont en Australie, ça, faut le savoir. Et on est voilà, sur pratiquement le même fuseau horaire avec le Cambodge, donc c'est pratique pour nous. Ce qui n'était pas le cas avec Arc-en-Ciel, en revanche. Coût de la solution, il y a un coût d'implémentation qui intègre le coût de migration. Donc, c'est bien OnCord qui fait aussi la migration des données de AMC OnCord, mais ils ont l'habitude de le faire avec plein d'alliances françaises, donc c'est pas du tout une difficulté. Et après, voilà, il y a un business plan qui n'est pas une licence annuelle, mais qui est un pourcentage sur les ventes mensuelles. Ensuite, je regarde donc la question d'après, hein, vous avez compris comment est géré le site. En fait, c'est un logiciel, si on veut, dans lequel il y a à la fois la gestion des cours comme Arc-en-Ciel, mais aussi un module avec la gestion du site internet, un module sur la billetterie, un module sur la communication. Donc, en fait, c'est plusieurs modules dans un même outil et tout connecté, pour faire très simple. Décentralisation, comment? C'est justement le fait qu'on puisse avoir la main sur le site internet ou sur la billetterie, fait que chaque service peut créer un événement, la commercialiser sur le site internet. On peut aussi éditer nos propres pages si on veut, voilà, si on veut changer, voilà, par exemple, j'ai une nouvelle offre de cours, au lieu de demander à la com de le faire, et bien, je peux créer mon offre de cours moi-même, la commercialiser moi-même. Je n'ai plus besoin de passer par notre responsable com. Et le recherche de financement, oui. Alors, pourquoi nous avons recherché des financements? Parce qu'on s'est lancé dans ce projet n'ayant pas de financement propre pour donc les coûts d'implémentation. Parce qu'en fait, je suis arrivée... lorsqu'on a mis en place le projet, le budget initial avait déjà été déposé, donc on n'avait pas budgété ça sur l'année. Donc voilà, il fallait que je trouve des financements pour les coûts d'implémentation, les coûts de formation, parce que nous avons été formés à l'Alliance française de Hong Kong sur OnCord, donc moi et mes deux copilotes. Et quoi d'autre? Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a financé. Ah oui, l'équipement, parce qu'il a fallu qu'on forme une 60aine d'utilisateurs finaux à l'Institut français. Donc, ça comprend les professeurs et aussi tous les collaborateurs des différents services. Et donc, il fallait qu'on s'équipe d'ordinateurs pour pouvoir faire des formations outils. Voilà. Et les connecteurs disponibles sur OnCord, donc c'est en cours. Je sais qu'il y a des réseaux sociaux qui sont connectés, mais on ne les a pas encore testés. Facebook, Twitter et Instagram. LinkedIn, pardon. Gaël, c'est en cours. Donc, alors, ce qui est pratique avec OnCord, c'est que lorsqu'il développe une fonctionnalité, elle est développée pour l'ensemble des alliances et instituts qui utilisent OnCord. Et en fait, il y a un programme, il y a un fonctionnement, je ne suis pas trop au fait encore parce que je suis encore tout nouveau, mais donc certaines alliances françaises mutualisent les coûts pour payer des fonctionnalités ensemble. Et puis le coût approximatif, il n'était pas si cher, hein, il était autour de, c'est entre 2000 et 3000 $. Voilà, le coût d'implémentation. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Lydiane. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants?
En attendant, je me verrais peut-être de poser une question directe à Lydiane. Qu'en est-il de la gestion multicentre? Nous, en Allemagne, on a 10 instituts. Il y a peut-être d'autres collègues qui sont concernés. On m'a glissé dans l'oreille avant la réunion que ça avait été éventuellement développé assez récemment. Est-ce que tu en sais plus? Oui, on a eu cette discussion, Stéphane, et effectivement, là, avec une antenne, c'est gérable, mais je pense que lorsqu'il y a plus de 3 antennes, ça devient compliqué. Je pense que la gestion des antennes n'est pas encore performante. Okay. Donc, je ne le conseillerais pas pour des instituts avec, comme chez toi, Stéphane. Je pense que ça marcherait pas. Ok, merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je pense que nous avons répondu à toutes vos interrogations. Je vous propose d'arrêter ce webinaire ici. En tout cas, je tiens à encore remercier toutes et tous nos intervenants pour ces présentations très enrichissantes et je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Et n'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous avez des questions sur le sujet et à consulter les ressources mises à disposition sur le site de l'Institut français. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne soirée. Bonne journée.